Dans le brouillard dense de Londres, les lampes à gaz vacillent comme des lueurs incertaines, et chaque pas résonne comme s'il portait un secret. Une époque où un simple seau de cire pouvait faire trembler un empire, et où le silence des couloirs royaux cachait plus de menaces qu'un champ de bataille. Dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Approchez-vous, laissez les ombres se refermer autour de vous, car c'est au cœur de cette obscurité que le mystère commence. Il n'est point de matinée plus lourde et plus morose que celles où Londres s'éveille sous un manteau de brouillard. Ce jour-là, en ouvrant les rideaux de notre logis de Baker Street, je n'aperçus qu'une épaisse brume jaunâtre qui enveloppait les réverbères et avalait les silhouettes des passants. Le moindre fiacre, avançant péniblement sur les pavés humides, semblait surgir des ténèbres avant de disparaître dans un nuage mouvant. L'air sentait le charbon froid et la pluie imminente, et je ressentis cette étrange impression que la ville tout entière retenait son souffle. À l'intérieur, notre feu peinait à vaincre l'humidité, et les flammes vacillaient comme si elles doutaient de leur propre vigueur. Holmes, fidèle à son indifférence face aux caprices du climat, s'était installé dans son fauteuil, pipe en bouche, les paupières mi-closes. Je m'efforçais de lire un journal froissé, mais les lignes m'échappaient tant l'atmosphère oppressante pesait sur mon esprit. Londres, ce matin-là, n'était plus qu'une ombre, une rumeur étouffée sous le voile épais. Ce n'était pas la première fois que je me surprenais à penser que ces jours de brouillard semblaient taillés sur mesure pour mon ami. À travers les ombres et les incertitudes, il savait discerner ce qui échappait au commun des mortels. J'ignorais encore que cette journée devait nous entraîner vers une affaire d'une portée telle que même Holmes lui-même, malgré son génie, en ressentirait le poids. Holmes demeurait immobile, dans une posture que je connaissais bien, lorsqu'il se repliait sur ses pensées. Immobilité, loin de m'apaiser, m'inquiétait. Car chaque fois que Holmes adoptait ce mutisme attentif, il me semblait qu'une vérité, encore cachée, se dessinait déjà devant ses yeux, échappant aux miens. Je me demandais à quel moment il allait rompre ce silence de fer, et si l'énigme qu'il pressentait se dévoilerait à moi, comme à travers une porte brusquement ouverte. Soudain, une sonnerie retentit à la porte d'entrée, claire et brève comme un coup de clairon au milieu du silence. Je sursautai, tant cette irruption contrastait avec la torpeur de la matinée. Holmes, pour sa part, leva seulement un sourcil, comme s'il avait attendu ce signal depuis longtemps. Le tintement résonna encore une fois, répercuté par l'escalier, et je crus percevoir dans sa cadence une hâte presque impérieuse. L'air du dehors, chargé de brume, sembla s'engouffrer jusque dans notre salon, portant avec lui la promesse d'un visiteur et d'une nouvelle affaire. Holmes posa enfin sa pipe sur la table, croisa ses mains minces et prononça d'un ton calme. « Voici, mon cher Watson, l'instant qui mettra fin à notre quiétude. » Je descendis ouvrir, le cœur battant sans raison apparente, mais avec l'intuition obscure que ce coup de sonnette ne relevait pas d'une simple visite de convenance. La poignée froide céda sous ma main, et déjà je distinguais derrière le verre dépoli une silhouette agitée, comme si le brouillard lui-même avait donné forme humaine à un messager impatient. Lorsque la porte s'ouvrit, un jeune garçon se présenta à moi, la figure rougie par le froid, ses cheveux et ses vêtements imprégnés de brouillard. Ses yeux vifs cherchaient à travers l'obscurité de l'entrée une présence qu'il pressentait à l'étage. Dans sa main crispée, il tenait une enveloppe d'un blanc sali, scellée d'un cachet qu'il ne me laissa pas le loisir d'examiner. « Pour Monsieur Sherlock Holmes », dit-il d'une voix essoufflée, comme s'il avait couru depuis des rues entières. Je le fis monter jusqu'au salon, et Holmes, sans un mot, tendit la main pour recevoir le pli. Holmes, assis dans son fauteuil, tenait déjà l'enveloppe sous la lampe, en examinait la texture et le sceau, et ses lèvres se pincèrent légèrement, signe d'un intérêt aigu. Moi, je ne voyais là qu'un papier ordinaire, mais je savais que dans ses mains, chaque pli, chaque grain recelait un indice invisible. Je compris alors que ce message n'était pas un appel banal. Il annonçait une affaire d'importance, dont les ramifications dépasseraient peut-être tout ce que nous avions connu jusque-là. Holmes rompit le cachet avec une lenteur calculée et déplia la lettre.
Ses yeux parcoururent les lignes avec une intensité telle que je crus voir ses traits se durcir. Je remarquai, à mesure qu'il lisait, la contraction de sa mâchoire et l'éclair passager dans son regard. Lorsqu'il eut terminé, il garda le silence quelques instants, comme pour mieux digérer la gravité du contenu. « Watson, dit-il enfin, voici un billet qui ne souffre aucun délai. C'est une convocation venant directement du palais de Buckingham. » Je sentis mon cœur battre plus vite. L'évocation même de la reine jetait une ombre solennelle dans notre modeste salon. Holmes me tendit la lettre, et je pus lire, sur un ton à la fois urgent et discret, que Sa Majesté sollicitait notre concours dans une affaire des plus délicates, dont la moindre indiscrétion pourrait troubler l'équilibre du royaume. Je reposai le papier, encore impressionné par la netteté de la plume royale. Holmes, impassible, avait déjà rangé la lettre dans sa poche intérieure. Il se leva, ajusta son manteau et me lança ce regard que je connaissais bien. Un regard qui n'admettait ni hésitation ni retour en arrière. « Mon cher ami, » reprit-il d'un ton égal, « il semblerait que le brouillard qui pèse aujourd'hui sur Londres ne soit qu'un pâle reflet de celui qui s'est abattu sur la couronne. Nous allons à Buckingham. » Ainsi commençait, dans le silence feutré de Baker Street, une aventure dont je pressentais qu'elle allait marquer de son empreinte plus qu'une simple enquête criminelle. Peut-être le destin même de l'Empire britannique. Il n'était pas encore midi lorsque notre logis de... J'aperçus dans le léger mouvement de sa main qu'il avait déjà jugé l'homme, avant même qu'il ne prît la parole. Quant à moi, je ressentis d'emblée le poids solennel de cette visite. Nul ne franchissait le seuil de Baker Street avec pareille gravité, sans apporter dans son sillage le parfum d'une affaire d'État. Lorsqu'il se présenta sous le nom de Sir Reginald Faversham, secrétaire attaché au service personnel de Sa Majesté, je compris qu'une ombre nouvelle venait de s'étendre sur notre matinée, déjà marquée par la convocation royale. Sir Reginald ôta lentement ses gants, comme pour gagner du temps avant de livrer le secret qui pesait sur ses lèvres. Holmes, les doigts croisés, le détaillait sans aménité, enregistrant le moindre geste, la moindre hésitation. Quant à moi, j'étais frappé par l'étrange contraste entre l'assurance de son maintien et la crispation de ses mains. « Monsieur Holmes, » commença-t-il d'une voix ferme mais basse, « je viens à vous en toute urgence, mandaté par l'autorité la plus haute. » Il marqua une pause, et je crus entendre sa respiration s'accélérer. Holmes l'invita d'un signe à poursuivre, sans toutefois prononcer un mot. Ce silence, que d'autres auraient trouvé oppressant, était l'arme de mon ami. Il obligeait l'interlocuteur à se dévoiler malgré lui. Je remarquai alors une goutte de sueur perlée à la tempe de Sir Reginald, détail singulier en ce jour humide. C'était comme si l'homme, rompu aux arcanes du pouvoir, se trouvait soudain désarmé devant ce regard perçant. Il finit par s'asseoir, incapable de conserver plus longtemps l'apparence d'un calme qui lui échappait. Le silence qui suivit s'étira, lourd comme un glas. Sir Reginald passa la main sur son front, hésitant à commencer son récit, et je perçus dans ce délai l'effroi de celui qui sait que ses mots franchiront une frontière irréversible. Chaque syllabe semblait lui coûter davantage qu'un serment devant le Parlement. « L'affaire que je viens vous confier, dit-il enfin, ne peut être ébruitée en dehors de ces... » Je sentis un frisson parcourir mon échine. L'accent dramatique de son discours, loin de m'apparaître comme une exagération, portait la sincérité glaciale de ceux qui portent un fardeau trop grand pour eux seuls. Holmes, toujours silencieux, inclina légèrement la tête en signe d'encouragement, et ses yeux s'allumèrent d'un éclat que je lui connaissais bien, celui qui précédait les révélations les plus troublantes. Sir Reginald continua, pesant chaque mot comme s'il craignait que le moindre excès de langage n'attire sur lui la colère de forces invisibles. J'eus alors l'intime conviction que nous touchions là à une énigme d'une portée que nous n'avions encore jamais rencontrée. Enfin, d'une voix brisée mais ferme, il laissa tomber la vérité comme on tire un voile. Le sceau officiel de Sa Majesté a disparu. Je crus d'abord avoir mal entendu, mais à voir la pâleur qui envahit ses traits, je compris que nulle erreur n'était possible. Le sceau de la reine, ce petit objet de cire et d'acier, garantissait l'authenticité de chaque décret, chaque proclamation, chaque traité signé au nom de la couronne.
Sa perte équivalait à arracher les fondements mêmes de l'autorité royale. Holmes demeura immobile, mais son regard s'assombrit. Pour ma part, je mesurais mal encore l'étendue du danger. Sir Reginald, lui, ne cessait de répéter que ce vol pouvait ruiner la stabilité de l'Empire. Son absence, dit-il, permettrait de falsifier les actes les plus décisifs. Imaginez une lettre militaire contrefaite, une alliance diplomatique inventée, un ordre perfide présenté comme venant de Sa Majesté. En une nuit, tout notre équilibre pourrait être renversé. Le silence de Holmes m'oppressait davantage que les paroles du secrétaire. Car je savais que si mon ami ne parlait pas, c'est que déjà ses pensées s'enfonçaient dans les ramifications d'un danger invisible. Je sentais que nous venions de franchir un seuil. Le brouillard du matin n'était plus seulement météorologique, il s'étendait désormais jusque dans les arcanes du pouvoir. Sir Reginald se leva alors. Un soulagement échappa à notre visiteur, qui se laissa retomber dans son siège. Holmes lui posa alors une série de questions brèves, rapides, auxquelles Sir Reginald répondit avec l'urgence de l'homme qui sent que chaque seconde compte. Je notais la précision glaciale de mon ami, comme s'il tissait déjà, fil après fil, la toile dans laquelle le coupable serait pris. Lorsque la porte se referma derrière le secrétaire royal, je demeurai pensif, conscient que cette requête nous liait désormais à une énigme dont les conséquences dépassaient de loin l'horizon familier de Baker Street. À peine Sir Reginald eut-il quitté notre logis que Holmes, déjà absorbé par les détails du récit, s'installa devant son bureau et déploya une feuille où il avait griffonné quelques notes rapides. « Vous avez entendu, Watson ?» dit-il en haussant légèrement le ton. Ce coffret contenait non seulement le sceau, mais il était lui-même soigneusement conservé dans une pièce fermée. Or, voyez-vous, la description qu'il en a donnée trahit une négligence involontaire. Je le regardais tracer au crayon l'esquisse d'une boîte rectangulaire, puis entouré d'un cercle minuscule ce qui représentait la serrure. « Poussière », continua-t-il. « Voilà l'élément que notre secrétaire n'a pas cru digne d'intérêt. Or, la poussière parle autant que le sang, parfois davantage. Si une fine pellicule s'était déposée sur le coffret, elle n'aurait pu disparaître sans intervention volontaire. Cela signifie que quelqu'un, connaissant bien les lieux, a manipulé l'objet récemment et a pris soin de l'essuyer. Je restais pensif, admirant cette faculté de tirer tant d'enseignements d'un détail que j'aurais ignoré. Le nom de l'homme responsable demeurait inconnu, mais déjà Holmes resserrait les fils de l'énigme, et je sentais que le piège invisible commençait à se dessiner. Holmes se leva, fit quelques pas dans le salon, puis reprit d'un ton méditatif. Lorsqu'on veut effacer sa présence, Watson, on ne fait que la rendre plus éclatante encore. Il décrivit à voix haute les gestes qu'un intrus aurait accomplis. Ouvrir le coffret, il fit glisser son doigt sur la surface de notre table comme pour mimer le geste, et je crus presque voir apparaître l'image d'un intrus s'échinant à dissimuler son crime. Holmes conclut. Seul un habitué des lieux, persuadé de sa propre habileté, aurait pris cette peine. Un cambrioleur ordinaire se serait emparé du sceau sans songer à masquer ses pas. Je songeais alors que l'affaire se resserrait déjà. Ce n'était pas la main d'un voleur du dehors qui avait osé défier la couronne, mais celle d'un homme du dedans. Et pourtant, si ce coupable connaissait assez le palais pour oser un tel geste, jusqu'où ses complicités pouvaient-elles s'étendre? Holmes s'interrompit un instant et, se tournant vers moi, ajouta. « Vous avez noté, mon cher Watson, la manière dont Sir Reginald a parlé. Son discours manquait de cette fermeté que l'on attend d'un serviteur de Sa Majesté. Sa voix tremblait. Ses phrases s'entravaient, comme s'il craignait moins le scandale public que quelque chose de plus intime, plus personnel. Je repensais à cette sueur perlante à sa tempe, à ses hésitations répétées. Holmes poursuivit. Cet homme n'est pas complice, mais il cache quelque chose. Il redoute que le vol ne révèle une faiblesse, peut-être une imprudence de sa part, que ses supérieurs lui reprocheraient. Je demeurai frappé par cette remarque. Sir Reginald, gardien du secret royal, apparaissait soudain sous un jour vulnérable. Et si l'affaire n'était pas seulement politique, mais touchait aussi les peurs les plus personnelles des hommes en place? Holmes, reprenant sa marche, développa son raisonnement. Tout ceci, Watson, nous conduit à une conclusion implacable. Nul étranger ne pouvait approcher ce coffret.
Le sceau n'a pas été dérobé par un voleur venu de la rue, ni par un espion s'introduisant par quelque passage secret. Non, le coupable fait partie du cercle restreint, de ceux qui franchissent chaque jour les couloirs du palais. Je l'écoutais avec attention, songeant à l'austérité des gardes et à la discipline de la cour. Comment croire que dans un... Je frissonnais en l'entendant prononcer ces mots. Allait-il insinuer que l'affaire touchait à des sphères plus redoutables que celles du personnel subalterne? Je ne puis encore en dire davantage, ajouta-t-il, car il nous manque des preuves tangibles. Mais souvenez-vous de ceci. Lorsqu'un crime menace un royaume, ce n'est jamais le geste isolé d'un seul homme. C'est la complicité d'une chaîne invisible. Je le regardais se lever pour préparer son matériel de voyage, certain qu'il se projetait déjà vers le palais. Mais je savais qu'il me cachait une part de ses déductions. Selon son habitude, il semait devant moi quelques lueurs, tout en réservant pour plus tard l'éclat de la vérité entière. Je compris alors que nous n'avions franchi que la première marche d'un escalier vertigineux, menant vers des révélations que je n'osais encore imaginer. Lorsque nous franchîmes les grilles de Buckingham, je ressentis une solennité que rien n'avait préparée à atténuer. L'air était chargé de cette gravité particulière que l'on perçoit dans les lieux où l'histoire s'écrit chaque jour. Les larges cours pavées résonnaient du pas des gardes, et chaque fenêtre haute semblait nous observer comme l'œil muet d'un témoin invisible. Je suivais Holmes, dont le visage demeurait impénétrable. Rien dans son maintien ne trahissait l'émotion que je croyais pourtant partager avec tous ceux qui foulaient ces lieux pour la première fois. Le silence du palais, rompu seulement par le cliquetis des armes et le froissement d'un uniforme, m'oppressait presque. Chaque couloir que nous traversions semblait détenir un secret jalousement gardé. Les portraits immenses, accrochés aux murs lambrissés, suivaient notre progression de leurs regards figés, et je ne pus m'empêcher d'éprouver le sentiment d'être jugé par des générations de souverains disparus. Sir Reginald, qui nous précédait d'un pas pressé, paraissait lui-même intimidé par l'importance du moment. Je compris alors que cette enquête ne ressemblait en rien aux affaires privées ou aux crimes de ruelles sombres dont Holmes avait l'habitude. Ici, chaque détail pouvait ébranler l'autorité d'une institution dont dépendait la stabilité de l'Empire. Nous fûmes conduits dans une vaste salle, où l'éclat des dorures et la froideur du marbre contrastaient étrangement. C'était le sanctuaire des reliques royales, une pièce qu'un simple citoyen n'aurait jamais eu le privilège de contempler. Au centre, trônait un meuble massif, le coffret où, d'après Sir Reginald, reposait habituellement le sceau officiel de la reine. Je fus frappé par son apparente banalité. Une boîte de bois sombre, cerclée de métal, qui n'aurait guère retenu l'attention d'un profane. Pourtant, son couvercle entrouvert révélait un vide plus éloquent que n'importe quelle relique. Le sceau avait disparu. Holmes s'approcha sans dire un mot, inclinant la tête pour mieux observer la surface du coffret. Je savais que déjà, dans son esprit, les hypothèses naissaient, se croisaient, se rejetaient pour ne laisser subsister que l'épure de la vérité. Sir Reginald, derrière nous, respirait lourdement, comme accablé de voir ce silence parler plus fort que toutes ses explications. La pièce, malgré ses ors et ses symboles, me parut soudain glaciale. Il y avait là, dans ce vide au cœur d'un coffre royal, la marque invisible d'une main sacrilège qui avait osé défier la couronne. Alors que je fixais encore le coffret, Holmes se pencha légèrement vers le sol. Son regard s'était arrêté sur un détail que je n'avais pas vu. Une petite tache brunâtre, irrégulière, au pied du meuble. Il s'accroupit et la toucha du bout de son doigt. « De la cire », murmura-t-il, et non pas intacte, mais fondue. Je me penchai à mon tour. Ce n'était qu'une goutte insignifiante, que tout autre aurait ignorée. Mais Holmes, par un de ces raccourcis mentaux dont lui seul avait le secret, comprit qu'elle constituait un indice. « Voyez, Watson, dit-il, ce n'est pas une cire de bougie ordinaire. Sa texture est plus dense, plus noble. C'est celle qui scellait jadis le coffret. » Je mesurai alors l'importance de ce détail. Le sceau n'avait pas simplement été soustrait. Il avait fallu rompre un cachet officiel, et cette seulement par prudence, mais par habitude. Un habitué des lieux, portant des gants élégants, non pas de ceux qu'un domestique emploie pour le travail, mais d'un tissu réservé au cercle plus élevé.
Ce constat m'ébranla, car il impliquait que le vol ne pouvait être imputé à un simple serviteur. C'était quelqu'un d'un rang supérieur, un individu fréquentant les pièces les plus confidentielles sans éveiller de soupçons. Holmes garda le silence, mais je sentis qu'il tenait là un fil précieux, qu'il tirerait patiemment jusqu'à ce qu'il révèle tous les chevaux. Holmes interrogea ensuite les domestiques présents lors de la découverte du vol. Les uns prétendaient n'avoir rien vu. Les autres assuraient que personne n'avait franchi la salle sans autorisation. Pourtant, je remarquai que plusieurs détournaient obstinément les yeux lorsque Holmes leur adressait ces questions. Ce manège ne lui échappa pas. Il se pencha légèrement, posa une interrogation plus précise, et le serviteur ainsi visé bafouilla une réponse confuse, s'empressant d'ajouter qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel. Je connus ce moment particulier où l'on sent, sans pouvoir encore le prouver, que la vérité flotte dans l'air comme une odeur subtile, perceptible aux plus attentifs. Holmes ne fit pas de remarque, mais je vis au froncement de son sourcil qu'il avait enregistré ses hésitations comme autant de signaux. Lorsque nous quittâmes la salle, Holmes ralentit le pas et m'adressa enfin la parole. « Vous souvenez-vous, Watson, de l'affirmation de ce domestique qui jurait qu'aucune main gantée n'avait touché le coffret ?» Je hochai la tête, intrigué. « Eh bien, voici la contradiction flagrante. L'empreinte que nous avons observée est récente, et elle ne peut mentir. Ce témoignage, loin de disculper quiconque, trahit une volonté manifeste de couvrir l'un des suspects. Je frémis à l'idée qu'une conspiration plus vaste prenait peut-être forme au cœur du palais. » Holmes, sans se départir de son calme, ajouta simplement « Nous tenons la première fissure du mur, mon cher ami. Bientôt tout l'édifice cédera. » Je ne pus m'empêcher de comparer cette assemblée à une galerie de portraits vivants. Chacun d'eux représentait une facette différente du mystère, et tous, à leur manière, semblaient porter une marque de culpabilité. Le silence pesait si fort que chaque respiration résonnait comme une confession involontaire. Sir Reginald, qui nous avait accompagnés, prit place à l'écart, soucieux de ne pas troubler l'interrogatoire que Holmes allait conduire. Je remarquai qu'il serrait nerveusement les mains sur ses genoux, comme si lui-même redoutait de découvrir ce que cette réunion allait révéler. L'instant me parut solennel. Nous n'étions plus de simples spectateurs d'un vol, mais les juges improvisés d'un drame intérieur au palais. Je savais que Holmes, avec sa lucidité tranchante, ne tarderait pas à faire jaillir de ce silence des contradictions plus éclatantes que des aveux. La première à s'exprimer fut une femme de chambre, vêtue avec une correction presque trop étudiée. À peine Holmes lui eut-il adressé une question qu'elle se lança dans une cascade de paroles, décrivant ses faits et gestes avec une rapidité suspecte. Elle insista sur la minutie avec laquelle elle avait nettoyé la salle la veille, sur l'heure exacte de son passage, et sur la parfaite loyauté qu'elle revendiquait envers la couronne. Je fus frappé par ce zèle exagéré. Son regard, qu'elle promenait sans cesse d'un coin à l'autre, fuyait obstinément celui de Holmes. Celui-ci, d'un signe à peine perceptible, me fit comprendre qu'il avait remarqué la même chose. Chaque phrase semblait vouloir anticiper une accusation qui n'avait pas encore été formulée. Holmes l'interrompit avec douceur, lui demandant un détail insignifiant. La position d'un chandelier, le bruit d'un pas dans le couloir. Elle s'embrouilla, hésita, et finit par répondre d'une voix incertaine. Ce flottement, plus encore que ses protestations de fidélité, la désignait déjà comme une source de trouble. Je compris alors que son empressement n'était pas la marque d'une innocence tranquille, mais d'une peur maladroite. Elle voulait se disculper avant même d'être accusée, ce qui, aux yeux de Holmes, constituait déjà une faute, avec une précision martiale. Mais ses réponses, quoique nettes, semblaient préparées à l'avance. Sa main droite, posée sur la coudoir, se crispait par moments, trahissant une nervosité qu'il s'efforçait de masquer par la colère. Je sentis que son irritation n'était pas seulement celle d'un homme offensé, mais qu'elle recouvrait un trouble plus profond. Holmes, d'un ton presque désinvolte, nota une incohérence sur l'heure de son passage devant la salle des reliques. Le colonel se raidit, fronça les sourcils et resta muet une seconde de trop. Cette pause pesa dans l'air comme un aveu inavoué. Le dernier à parler fut M. Endicott, conseiller financier de la couronne. Son visage pâle, ses traits tirés et ses mains fines qui tremblaient légèrement
composait le portrait d'un homme rongé par une inquiétude constante. Sa voix, basse et hésitante, contrastait avec le ton altier du colonel. Il expliqua qu'il avait été convoqué la veille pour examiner certains documents relatifs aux dépenses royales. Mais ses souvenirs s'en mêlaient, et il se reprenait sans cesse, revenant sur des détails qu'il semblait redécouvrir en les prononçant. Je remarquai qu'il évitait soigneusement de répondre à toute question touchant aux finances personnelles. Holmes, d'un ton détaché, évoqua la possibilité que des dettes privées aient pu peser sur certains proches du palais. Endicott blêmit, ses yeux s'embuèrent, et il se hâta de nier d'une voix mal assurée. Le tremblement de ses doigts s'accentua, au point que son mouchoir échappa de sa poche et tomba à terre. Je le ramassai machinalement et sentis dans le tissu une odeur âcre de tabac étranger, que je ne pus identifier. Holmes, sans un mot, le rangea dans sa mémoire comme on classe une pièce dans un dossier secret. Je pressentis que ce détail reviendrait tôt ou tard dans la lumière. Lorsque les trois eurent terminé leur déclaration, Holmes resta un moment silencieux, les mains jointes sous son menton. Puis il se leva lentement et fit remarquer, d'une voix égale, que plusieurs détails se contredisaient déjà. La femme de chambre affirmait avoir vu le coffre. Ces contradictions, qu'aucun d'eux ne semblait capable d'expliquer, jetèrent dans la salle une tension nouvelle. Tous trois se raidirent, et je vis dans leurs yeux la crainte de se voir confondus par un détail qu'ils avaient laissé échapper. Holmes, imperturbable, se contenta de les remercier pour leur réponse, comme si tout venait de commencer. Lorsque la réunion prit fin, je crus que Holmes allait se déclarer satisfait. Mais il demeura pensif, observant le vide du salon avec la même intensité qu'il avait consacrée au suspect. « Watson, dit-il enfin, la culpabilité apparente est rarement la véritable. » Ces paroles me laissèrent songeur, car tout, dans les attitudes, désignait déjà un coupable possible. Pourtant, je savais que mon ami ne se laissait jamais piéger par l'évidence. Ce doute calculé, qu'il entretenait volontairement, était la marque de sa méthode. Il refusait de conclure tant que chaque pièce du puzzle n'était pas ajustée. Je compris alors que, loin de resserrer l'étau sur un seul suspect, cette rencontre n'avait fait qu'élargir le champ des possibilités. Le mystère s'épaississait encore, et je sentais que le piège qui entourait le sceau royal se refermait lentement autour de nous. Dès les premiers instants de cette nouvelle phase de l'enquête, je sentis l'atmosphère s'épaissir autour du colonel Ashford. Tous les regards semblaient se tourner vers lui, et chaque murmure à voix basse portait déjà le poids d'une accusation à peine voilée. Ses traits, jadis fermes et fiers, paraissaient plus durs encore sous cette pression, comme s'il se murait dans une rigidité militaire pour contenir l'assaut du doute. Les indices accumulés semblaient, à mes yeux comme à ceux des courtisans, converger vers lui avec une implacable logique. Sa présence dans les couloirs du palais à l'heure critique, ses déclarations contradictoires sur la position de la porte, et surtout son irritation excessive face aux questions de Holmes, formaient un faisceau troublant. Je me surpris à partager cette suspicion, malgré ma réticence à juger trop vite. Car il y avait dans son attitude quelque chose de fermé, comme si la discipline d'une vie entière au service lointaine, des batailles livrées sous le soleil des colonies, des sacrifices consentis pour l'honneur de Sa Majesté. Chaque phrase vibrait d'un patriotisme ardent, et l'on sentait dans ce mot le souvenir des drapeaux flottants et des salves de canon. Mais derrière ce discours noble, je crus discerner une ombre. Certains épisodes, qu'il mentionnait avec emphase, semblaient recouvrir d'autres souvenirs qu'il taisait avec soin. Sa main, lorsqu'il parlait d'une garnison abandonnée, trembla brièvement, comme si une blessure morale ancienne venait de se rouvrir. Je remarquai que plusieurs courtisans échangèrent des regards furtifs. Le colonel avait la réputation d'un officier irréprochable, mais ses états de service n'étaient pas exempts de rumeurs. Certains parlaient de décisions contestées, d'ordres donnés avec une rigueur excessive qui avait coûté cher à ses hommes. Holmes, silencieux, ne manqua pas d'interrompre son récit en posant une question d'apparence anodine. « Colonel, portiez-vous vos gants ce soir-là » La réponse fut affirmative, mais le léger trouble dans sa voix suffit à semer un doute nouveau. Je compris alors que sous la gloire passée s'entremêlait une vulnérabilité présente, que d'aucuns pouvaient exploiter contre lui. C'est alors qu'un garde entra, tenant dans sa main un objet minuscule mais redoutable,
un mouchoir de lin brodé des initiales AA. Il avait été découvert près du bureau où reposait jadis le sceau royal. Un murmure parcourut la salle, et chacun comprit aussitôt que ce signe désignait le colonel Ashford. Je vis son visage se crisper. Il voulut balayer cette trouvaille comme une coïncidence, affirmant qu'il possédait de nombreux mouchoirs semblables, et que l'un d'eux avait pu être égaré. Mais la présence de cette pièce précisément en ce lieu, à ce moment, paraissait écrasante. Holmes prit l'objet, l'examina longuement, puis le reposa sans un mot. Son silence ajouta au poids de l'accusation. Je remarquai que plusieurs courtisans se détournaient déjà du colonel, comme si son honneur jadis irréprochable se fissurait à vue d'œil. Pour ma part, Ashford, le front haut, déclara qu'il n'avait jamais mis les pieds dans la salle du trésor cette nuit-là. Mais cette défense, à la lumière de la découverte, ressemblait davantage à un cri de désespoir qu'à une preuve de sincérité. Face à l'accumulation des soupçons, le colonel se redressa avec la raideur d'un soldat sur le champ de bataille. Sa voix claqua, vibrante de colère et de fierté blessée. « Messieurs, dit-il, je ne tolérerai pas qu'on insulte ainsi ma loyauté. J'ai versé mon sang pour cette couronne, et je ne souffrirai pas qu'on m'accuse d'un acte aussi vil. » Il frappa du poing sur la coudoir, et son regard flamboya d'une indignation farouche. Pourtant, dans ce ton qui se voulait noble, je crus entendre un tremblement imperceptible, comme une fêlure dissimulée sous le marbre. Certains présents y virent la révolte de l'innocence offensée. D'autres, au contraire, interprétèrent cette véhémence comme une preuve de culpabilité. Un homme vraiment innocent n'aurait pas besoin d'éclat pour se défendre, pensait-il. Le doute s'épaississait encore. Holmes, lui, resta parfaitement immobile, ses yeux rivés sur le colonel comme un scalpel prêt à inciser la vérité. Il ne fit aucun commentaire, se contentant d'observer. Je fus pris d'un malaise croissant. Cette colère orgueilleuse, loin de l'innocenté, l'enfermait dans une image d'homme acculé. Je me demandais si la vérité allait s'effondrer avec lui, ou si, au contraire, un renversement inattendu nous attendait encore. Alors que les courtisans s'éloignaient en chuchotant, Holmes me tira à l'écart. Son visage impassible portait cette expression que je connaissais bien, celle qui précédait l'effondrement d'une illusion. « Watson, dit-il à voix basse, méfiez-vous des évidences trop complètes. Quand chaque pièce tombe à sa place avec une perfection trop commode, c'est qu'une main les a arrangées ainsi. » Je restai interdit. Mais le mouchoir, les incohérences, les colères du colonel, tout paraissait conclure à sa culpabilité. Holmes secoua la tête. « Justement, reprit-il, cela est extérieur, car la poussière sous l'objet ne correspondait pas à celle des environs. De même, les incohérences du colonel, loin de trahir une faute, résultaient d'une confusion orchestrée par des questions habilement dirigées. « Watson, dit-il, nous ne sommes pas en présence d'un criminel isolé, mais d'un plan destiné à détourner nos regards. Le colonel Ashford est un écran commode. Son caractère brusque et son passé controversé en font la cible idéale. » Je demeurai stupéfait. L'homme qui, quelques heures plus tôt, paraissait écrasé par la preuve, se révélait à présent victime d'une machination subtile. Holmes conclut d'un ton grave. « Il faut chercher ailleurs, mon cher ami, là où les indices paraissent trop faibles pour être remarqués, mais trop précis pour être fortuits. » Je quittai son côté ce soir-là, avec le sentiment que nous venions de franchir une étape décisive. L'affaire du sceau royal se dérobait à toute simplicité, et derrière les ombres se profilait une intelligence calculatrice, capable de tisser des pièges avec une habileté presque égale à celle de Holmes lui-même. Un matin, alors que je descendais comme à l'accoutumée pour partager le thé en compagnie de mon ami, je trouvai le fauteuil de Holmes vide et sa pipe posée à côté de la cheminée. Ce détail, qui pouvait sembler banal, m'inspira une inquiétude diffuse. Jamais il ne quittait notre logis sans emporter cet objet familier, témoin de ses réflexions nocturnes. Sur le bureau, une feuille pliée m'attendait. L'écriture fine et énergique de Holmes y traçait ces mots. « Ne me cherchez pas, l'affaire exige la discrétion absolue. » Rien de plus, ni lieu, ni indication de durée. Je demeurai un long moment à contempler ces lignes laconiques. Leur concision même trahissait une gravité particulière, car Holmes, bien qu'économe de parole, n'avait jamais laissé si peu d'indices sur ses intentions.
Je sentis une gêne grandissante, comme si l'appartement tout entier se vidait soudain de sa substance. Son absence n'était pas celle d'un compagnon en voyage, mais celle d'un esprit dont la lumière s'éteignit. L'absence se fit bientôt sentir comme un poids, transformant l'appartement familier en un lieu étranger, presque hostile. Dès le lendemain, les journaux apportèrent un nouvel élément à mon inquiétude. L'affaire du sceau royal, désormais ébruitée malgré le secret officiel, faisait l'objet de commentaires enflammés. Les colonnes du Times laissaient entendre que Scotland Yard se trouvait incapable d'élucider l'énigme et que des indiscrétions venues du palais accusaient déjà certains hauts dignitaires. Plus troublant encore fut un article du Gazette, insinuant que même le célèbre détective de Baker Street hésitait à se prononcer, comme si son génie rencontrait enfin un obstacle insurmontable. Je sentis mon sang se glacer en lisant ces lignes. Holmes, l'homme qui avait déjoué tant de complots et confondu tant de criminels, était désormais décrit comme indécis. Je connaissais trop bien l'avidité des journalistes pour céder à de telles conclusions. Pourtant, je ne pus empêcher mon esprit de vaciller. Si Holmes se taisait, si Holmes se cachait, ne fallait-il pas craindre qu'un adversaire invisible eût trouvé le moyen de lui opposer une force égale, sinon supérieure? Ces rumeurs, répétées et amplifiées par chaque feuille de Londres, transformèrent mon inquiétude en une angoisse sourde. Je dois confesser que jamais je n'avais douté de mon ami comme en ces jours-là. L'image de Holmes s'imposait à mon esprit. Mais au lieu de l'assurance calme que je lui connaissais, je le voyais en proie à un danger muet, incapable de me tendre la main. Je passais mes soirées à faire les 100 pas dans notre salon, espérant entendre le bruit de ses pas dans l'escalier. Chaque craquement du bois, chaque coup porté à la porte d'entrée me faisait bondir, mais ce n'était jamais lui. La nuit, je trouvais difficilement le sommeil. Je rêvais de couloirs obscurs, de silhouettes sans visage, et toujours l'ombre de Holmes disparaissant ou tournant, hors de ma portée. J'en venais à redouter que ce silence ne fût pas une stratégie, mais le signe d'un péril imminent. Je me surpris même à prier, moi qui n'avais pas marché sur une piste où je ne pouvais le suivre, et chaque pas qu'il faisait loin de moi me semblait plus périlleux que le précédent. Les jours suivants passèrent avec une lenteur accablante. Chaque matin, j'espérais retrouver son ombre dans l'embrasure de la porte. Mais seuls les domestiques du quartier rompaient ma solitude. Je vivais suspendu à l'idée de son retour. Mais plus le temps s'écoulait, plus je craignais qu'il ne survînt jamais. Le silence de Holmes, naguère gage d'une réflexion intense, m'apparaissait désormais comme l'écho d'un danger dont il ne reviendrait peut-être pas. Ainsi, dans l'attente insupportable de nouvelles, je me surpris à comprendre qu'un homme, fût-il le plus brillant esprit de son temps, n'est jamais à l'abri de l'ombre qui guette chacun de ses pas. Je n'oublierai jamais la matinée où, après des jours d'angoisse et de silence, la porte du 221B s'ouvrit enfin pour laisser entrer Holmes. Son visage portait les traces de la fatigue. Ses traits étaient tirés, ses vêtements imprégnés de la poussière de la ville. Mais ses yeux brillaient de cet éclat particulier que je connaissais bien, celui de l'homme revenu d'une traque victorieuse. Je me levai d'un bond, partagé entre le soulagement et l'irritation de n'avoir reçu aucune nouvelle. Mais devant son expression à la fois grave et résolue, je me tus. Holmes ne prononça pas un mot en déposant son chapeau et se laissa tomber dans son fauteuil, comme accablé par l'effort qu'il venait de fournir. « Watson, dit-il enfin d'une voix basse, nous touchons au cœur de l'énigme. » Ces paroles suffirent à raviver mon attention. La lassitude apparente ne pouvait masquer le feu intérieur qui animait son esprit. Je compris qu'il avait découvert une pièce maîtresse du puzzle, et que pour la première fois depuis le début de cette affaire, il voyait la trame se dessiner clairement. Holmes tira de sa poche un objet soigneusement plié. Un mouchoir de fine toile, d'une élégance presque féminine. Il le déplia lentement et me le tendit. Une senteur étrange en émana aussitôt. « Un parfum riche, remarquez Watson, dit-il. Cette fragrance n'est pas de celle que l'on rencontre dans les rues de Londres. Elle provient d'un atelier très particulier de Smyrne. Or, ce mouchoir n'a pas été acheté récemment. La patine du tissu indique un usage discret mais répété. Je portais le mouchoir à mon nez, frappé par l'exotisme de cette trace. Holmes ajouta que ce tissu avait été découvert, non pas dans un boudoir ou une loge, mais dans un réduit attenant à la salle des reliques.
soigneusement dissimulé sous un coffre secondaire. Le coupable, poursuivit-il, ne pouvait ignorer le danger qu'il courait en laissant derrière lui une signature olfactive aussi unique. Ce parfum, plus qu'une empreinte digitale, nous conduira jusqu'à lui. Je demeurai saisi par cette trouvaille inattendue, conscient que ce simple carré de toile ouvrait une piste nouvelle. Holmes n'en avait pas terminé. De son portefeuille, il sortit une enveloppe froissée, dont le sceau avait été brisé avec soin. À l'intérieur, il déplia une feuille couverte de signes cabalistiques. « Une lettre codée », expliqua-t-il, interceptée à Whitechapel, chez un intermédiaire bien connu des agents secrets étrangers. Il me montra les caractères, qui n'étaient qu'une suite apparemment incohérente de chiffres et de lettres. Mais, après quelques instants, il m'indiqua le système de substitution qu'il avait reconstitué. Les mots qui s'en dégageaient me firent frissonner. Il y était question d'un rendez-vous nocturne, d'un objet précieux obtenu au cœur du palais, et de la promesse d'un paiement conséquent. « Vous voyez, Watson, » dit Holmes, « cette missive ne laisse guère de doute. Elle atteste un échange clandestin entre un homme du cercle intime et une puissance étrangère prête à profiter du scandale. » Je songeai aussitôt à la gravité de l'affaire. Ce n'était plus un simple vol, mais une trahison ouverte. Holmes, ranimé par l'adrénaline de sa démonstration, se redressa. D'un ton vif, il exposa les liens entre les deux indices. Le mouchoir parfumé nous révèle une habitude intime, presque un vice, nu les fissures intérieures de ceux qui gravitent autour du trône. Holmes reprit son calme et s'assit de nouveau, les doigts joints devant lui. Réfléchissez, Watson. Qui, dans le palais, pouvait cacher un mouchoir dans une salle interdite et avoir accès à une correspondance codée avec l'étranger? La réponse ne peut venir que d'un cercle très restreint de personnes de confiance. Il écarta d'un geste les domestiques et les gardes, qui n'auraient pu ni posséder un tel parfum, ni entretenir une telle correspondance. Restait alors un petit nombre de personnages, trop proches du pouvoir pour éveiller d'ordinaire la méfiance. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Plus l'étau se resserrait, plus il devenait évident que l'affaire risquait de provoquer un séisme bien au-delà des murs de Buckingham. Avant de quitter l'appartement pour se rendre à une nouvelle entrevue, Holmes se tourna vers moi. Ses traits, que je croyais apaisés, reprirent une gravité soucieuse. « Watson, dit-il, nous touchons à une vérité qui ne saurait être révélée sans fracas. L'affaire du sceau n'est pas seulement une énigme criminelle, elle atteint directement la dignité royale. » Il prit son manteau et quitta le logis, me laissant seul avec ces paroles lourdes de sens. Je restai immobile, méditant sur le poids des symboles. Un simple morceau de cire avait suffi à mettre en péril la confiance d'un empire. Et je compris, dans ce silence revenu, que les découvertes de Holmes annonçaient un dénouement où l'éclat de la vérité risquait de blesser autant qu'il allait éclairer. Le jour fixé pour l'ultime confrontation, nous fûmes conduits dans un salon d'apparat du palais, dont les boiseries sombres et les hautes tentures semblaient avoir été choisies pour renforcer l'impression de gravité. Sir Reginald, pâle et nerveux, présidait à cette réunion solennelle. Autour de lui, les trois principaux suspects, la femme de chambre, le colonel Ashford et le conseiller Endicott, avaient pris place, chacun affectant une posture de dignité blessée ou de méfiance crispée. Holmes, debout à l'écart, observait la scène d'un regard attentif, presque glacé. Je savais les courtisans présents, rangés en silence le long des murs, suivaient chaque mouvement avec une attention fébrile. Tous savaient qu'une révélation capitale se préparait, et chacun retenait son souffle en attendant que Holmes prît la parole. L'affaire du sceau, jusque-là enveloppée de rumeurs et de contradictions, allait enfin trouver son dénouement, et je sentis que ce moment resterait gravé comme l'un des plus solennels de ma vie aux côtés du détective. Jamais je n'avais perçu un silence aussi lourd que celui qui régna dans le salon en ce début d'audience. Même les horloges semblaient suspendre leur tic-tac, comme si le temps lui-même se figeait. Les suspects, assis sur des fauteuils trop vastes pour eux, paraissaient écrasés par le poids invisible des regards qui les jugeaient. La femme de chambre triturait son tablier avec des gestes nerveux. Le colonel Ashford, raide dans son uniforme, fixait le sol d'un air sombre. Quant au conseiller Endicott, son teint déjà pâle avait pris une nuance cireuse, et ses doigts fins tremblaient malgré son effort pour les maintenir immobiles. Je sentais que chacun attendait la sentence avec la résignation d'un condamné.
comme si le palais lui-même retenait son souffle. Les boiseries semblaient écouter, les portraits suspendus sur les murs semblaient scruter les vivants avec leur sévérité de pierre. Holmes, debout, ne bougeait pas d'un pouce. Il laissait ce silence se prolonger volontairement, sachant qu'il agitait les consciences plus sûrement qu'un flot de questions. Moi-même, j'étais gagné par cette tension qui faisait battre mon cœur plus fort. Il suffisait d'un mot, d'un geste, pour briser l'équilibre fragile de ce moment où tout demeurait possible. Enfin, Holmes prit la parole. Sa voix claire résonna dans la salle, et je fus frappé par la précision de son ton. Ni colère, ni compassion, seulement la rigueur d'un chirurgien prêt à disséquer un mal profond. Il commença par reconstituer minutieusement la scène du vol. Pas à pas, il rappela les positions de chacun, l'heure des passages, les objets déplacés. Il fit mention du coffret, de l'homme menait tous les esprits vers une conclusion unique et irrévocable. Lorsque son raisonnement atteignit son apogée, Holmes se tourna vers le colonel Ashford. Tous les regards convergèrent aussitôt vers l'ancien militaire qui, blême, serra les poings sur ses genoux. « Colonel, » dit Holmes avec gravité, « il est vrai que les indices semblaient se diriger contre vous. Mais, précisément, c'est cette accumulation trop parfaite qui trahit la main d'un conspirateur. Votre mouchoir n'a pas été perdu mais déposé. Vos contradictions n'étaient pas celles d'un coupable, mais celles d'un homme pris dans un filet tissé pour l'accabler. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le colonel, dont la respiration se faisait haletante, leva la tête avec un mélange de stupeur et de soulagement. Holmes poursuivit d'un ton implacable. « Vous avez été choisi comme victime expiatoire en raison de votre caractère emporté et de certaines rumeurs anciennes. Celui qui a ourdi ce piège savait que votre fierté fournirait le masque idéal à sa propre trahison. Je sentis l'émotion m'envahir en voyant Ashford reprendre peu à peu son aplomb, comme un homme sauvé au bord du gouffre. Mais ce renversement dramatique, loin de clore le mystère, ne faisait que désigner plus clairement la présence d'un coupable véritable, tapi encore dans l'ombre du palais et sur le point d'être dévoilé. Un silence pesant suivit la réhabilitation du colonel Ashford. Tous les regards se portèrent aussitôt vers Holmes, attendant qu'il désignât enfin le véritable coupable. Je vis mon ami se redresser lentement, son regard perçant balayant les visages alignés devant lui. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix claire, l'homme qui a dérobé le sceau de la reine n'est pas un soldat, ni une domestique, mais un conseiller qui portait le masque de la respectabilité. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le nom qu'il prononça ensuite tomba comme un couperet. « C'est vous, monsieur Endicott. » Le conseiller blême tressaillit. Ses doigts, que je remarquai crispés sur l'accoudoir, blanchirent sous la pression. Je vis Endicott secouer la tête, balbutier une dénégation, mais Holmes l'arrêta d'un geste. « Vous avez tenté de masquer votre trahison en chargeant le colonel, plaçant son mouchoir pour détourner l'attention. Mais chaque stratagème trahit la main qui le construit. Vous avez voulu tromper le monde, monsieur, mais vous n'avez pu tromper la logique. » Les courtisans échangèrent des regards choqués. Le coupable se tenait devant nous, réduit au silence par l'implacable déduction de Holmes. Le conseiller Endicott demeura quelques instants figé, ses lèvres tremblant sans qu'aucun son n'en sortît. Puis, sous le poids des preuves accumulées et l'éclat de la vérité exposée par Holmes, il s'effondra littéralement dans son fauteuil. Ses mains se portèrent à son visage, et un gémissement étranglé s'échappa de sa gorge. « Oui, » murmura-t-il enfin, « oui, c'est moi. » Un frisson parcourut la salle, comme si l'aveu avait libéré une tension trop longtemps contenue. Endicott poursuivit, la voix brisée. « J'étais acculé. Les créanciers me poursuivaient, et je craignais que la rumeur n'atteigne ma famille, qu'elle ne détruise à jamais le nom que je portais. On m'a offert de l'argent, la promesse d'un silence acheté. Alors, j'ai cédé. » Ces mots s'entrechoquaient, tantôt entrecoupés de sanglots, tantôt d'une rage impuissante. Il raconta comment il avait profité d'un moment de solitude pour briser le sceau et le subtiliser. Puis comment, pris de panique, il avait tenté de construire de toutes pièces la culpabilité du colonel. Holmes l'écouta sans triompher, mais avec une gravité froide. Lorsque l'homme se tut, vidé de sa défense comme de sa dignité, mon ami dit simplement
Vous n'avez pas seulement volé un objet, monsieur Endicott. Vous avez entaché la confiance du royaume. » Ces paroles tombèrent comme une sentence. Je fus frappé, en contemplant l'homme défait devant nous, de la fragilité de l'honneur humain. Il suffit parfois d'une dette, d'une peur intime, pour que s'écroule l'édifice d'une réputation bâtie tout dans la voie. Ses yeux, rougis par l'émotion, laissaient percevoir un soulagement profond mêlé d'une inquiétude tenace. Nous avions sauvé plus qu'un sceau. C'était l'équilibre fragile d'une institution entière qui venait d'être préservée. À l'air libre, la fraîcheur de la nuit me parut lourde encore, saturée d'un silence que les bruits de la ville n'arrivaient pas à dissiper. Le palais s'effaçait derrière nous, mais l'affaire, elle, continuait de peser sur mon esprit comme une ombre persistante. Alors que notre fiacre s'éloignait du palais, Holmes rompit enfin le silence. Sa voix était basse, mais chaque mot portait la gravité d'une révélation que seul lui pouvait mesurer pleinement. « Watson, dit-il, songez un instant à ce qu'il serait advenu si le vol avait été ébruité au grand jour. Un sceau manquant, remplacé par un faux, et c'est la légitimité de chaque décret, de chaque traité, qui se serait trouvé contesté. L'Empire entier aurait vacillé, non sous les coups des armées, mais sous le poison du doute. Je frémis en imaginant ce scénario. Un objet si minuscule, perdu aux yeux de la foule, avait tenu dans ses courbes de cire le destin de nations entières. La main d'Endicott n'avait pas seulement trahi la reine, elle avait effleuré la possibilité d'un chaos politique. Holmes poursuivit, presque pour lui-même. L'histoire ne retiendra peut-être pas cette nuit. Elle ne saura jamais que l'Empire a été au bord d'un précipice. Mais nous le savons, et cela suffit. Ces mots prononcés sans emphase laissèrent dans mon esprit une résonance durable. Le scandale avait été évité, mais je compris que la vérité, parfois, devait demeurer confinée entre quelques témoins pour préserver la paix d'un monde trop fragile. De retour à Baker Street, le contraste entre l'opulence des salons royaux et la simplicité familière de notre logis m'apparut saisissant. Je retrouvai avec soulagement le confort de mon fauteuil, l'odeur du tabac froid et le tic-tac régulier de l'horloge qui semblait me rappeler à une normalité rassurante. Pourtant, je méditais longuement sur la vulnérabilité des puissants. Car si un homme comme Endicott, issu du cercle le plus intime du palais, avait pu céder à la peur et au chantage, que dire des autres, exposés aux mêmes tentations? Holmes, assis en silence, semblait absent. Je crus voir dans ses yeux une lueur plus sombre que d'ordinaire, comme s'il partageait ma réflexion sans vouloir l'exprimer. Au bout d'un long silence, Holmes se redressa et me parla avec cette gravité calme qui annonçait toujours une pensée profonde. « Watson, me dit-il, ce que nous avons vu ce soir n'est pas qu'un crime. C'est une leçon sur le pouvoir des symboles. » Je l'écoutais avec attention. Un seau de cire n'a matériellement aucune valeur. Pourtant, il détient un pouvoir que nulle arme ne saurait égaler, celui de consacrer une parole en loi, un traité en engagement, une décision en destin. Voilà pourquoi certains sont prêts à tout pour le posséder. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus sombre. Les armes peuvent détruire des murailles, mais ce sont les symboles qui maintiennent un empire debout. Si ceux-ci s'effritent, aucune forteresse, si solide soit-elle, ne saurait tenir. Ces mots me frappèrent avec une force singulière. Je compris que, pour lui, cette enquête n'était pas seulement une victoire intellectuelle, mais une méditation sur la fragilité même de la civilisation. Je notai une fatigue dans ses traits, comme si l'effort de protéger un symbole avait pesé davantage encore que la traque d'un criminel. Quelques jours plus tard, Londres retrouva son rythme habituel, mais pour moi la ville demeurait enveloppée d'un voile plus lourd qu'à l'ordinaire. Le brouillard, descendant sur Baker Street, me sembla l'image même de cette affaire, une opacité qui, malgré la lumière apportée par Holmes, laissait subsister une part d'ombre. Nous avions résolu l'énigme, identifié le traître, préservé la dignité royale. Pourtant, je ne pus m'empêcher de sentir que l'Empire, derrière ses fastes, reposait sur une fragilité inquiétante. Croyez-vous que le véritable coupable ait agi par peur, ou bien par une ambition plus sombre qu'il n'a jamais osé avouer? Dites-le moi en commentaire.
Si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un signe de votre passage. Un like discret, un mot en commentaire, un partage auprès de ceux qui aiment frissonner à l'ombre des mystères. Et abonnez-vous pour que d'autres récits viennent encore troubler vos soirées.